Donc nous sommes rejoints à travers les lignes de la TV internationale par Madame la docteure, bien sûr, Passante Fahmi, analyste économique, une grande experte dans le domaine bancaire, ex-membre très éminent au sein de la commission économique du Parlement égyptien. Docteur Passante Fahmi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis tout à fait enchanté de vous retrouver à travers les lignes de la TV internationale parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont eu lieu sur la scène égyptienne et qui ont bien sûr des échos sur la scène économique. Justement, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré hier le mondial de handball masculin tenu avec un grand nombre pour la première fois dans ce temps de coronavirus. Donc le message et l'impact de ça sur la scène touristique. Bien sûr, ça c'est un événement très important et ça a été marqué par tous les médias internationaux. Ils ont parlé comment l'Égypte a très bien préparé cet événement, comment ça a très bien découlé, comment ils ont reçu les groupes à l'aéroport et jusqu'à ce qu'ils ont commencé à jouer. Alors, cet événement donne un message au monde entier, à côté d'autres messages, surtout sur le côté économique, que malgré tout ce qui se passe sur la terre entière, l'Égypte est capable toujours de s'infiltrer dans cette situation et de trouver toujours des événements vraiment remarquable. Regardez comment ça s'est passé hier. Le monde entier a vraiment fait des commentaires sur ça, que ça a été très bien organisé. Et les précautions sont très bien prises. Et vraiment, c'est une image qui passe pour le monde entier, un message très important, que l'Égypte est capable. Et je répète, est capable d'organiser des événements sportifs très importants sur la scène internationale, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est très important. Parce que c'est non seulement le côté économique, mais voilà aussi le côté sportif qui est très important. Et vraiment, le monde entier a été très impressionné par ça, parce qu'on ne s'attendait pas à un niveau pareil. Et Monsieur le Président, quand il a inauguré, il a vraiment passé un message très positif au monde entier. Alors, honnêtement, comme étant égyptienne, on doit être très fiers, parce que j'ai reçu beaucoup de messages des copains qui vivent à l'étranger, qui ont apprécié ce qui s'est passé hier d'une façon très remarquable. Oui. Alors, j'espère. Bien sûr, ça peut encourager après ça le tourisme, et visiter le Caire. C'est très important. Oui. J'espère bien sûr passer en revue plusieurs indices et plusieurs événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours. Donc, c'était un événement sportif. Un autre événement, c'est le TGV. C'est bien sûr cet accord qui a été conclu aujourd'hui matin sur les trains électriques express TGV entre l'Égypte et Siemens. Donc, l'importance de tels projets, d'après votre point de vue, et son écho sur le domaine économique. Ça, c'est un projet très avancé sur un niveau international. Et c'est très important, quand on construit des villes intelligentes, nous avons besoin aussi des moyens de transport intelligents. Alors ça marche en parallèle avec les plans que le gouvernement et Monsieur le Président y ont mis à construire des villes intelligentes et des moyens de transport aussi intelligents. Parce qu'on ne peut pas avoir ces villes-là sans avoir des moyens de transport qui coïncident avec ce genre d'activité. Siemens est une des très grandes compagnies mondiales. Ils sont spécialisés dans ce domaine. Alors ça aussi, c'est un projet très avancé et ça va avoir et ça aura un impact très positif sur le développement non seulement économique, mais aussi touristique, aussi de la façon de construire ces villes-là et pour les Égyptiens qui peuvent se déplacer. Oui, je dois même rappeler, les chers téléspectateurs, que l'itinéraire de ce TGV de l'Égypte va relier la ville d'Ain el-Soukhna, qui se trouve à l'est de l'Égypte, bien sûr près du canal de Suez, jusqu'au nord de l'Égypte à la nouvelle Al-Amin ou la nouvelle cité d'Al-Alamin, en passant par la nouvelle capitale administrative qui se trouve à presque 40 km du Caire. Donc, vous trouvez que c'est un projet important?
C'est un projet national très important. Canal de Suez, nouvelle capitale, ça c'est un projet très important. Al-Amin, c'est-à-dire on relie tous les points de l'Égypte d'une façon très avancée, très sophistiquée, et ça convient au futur que l'Égypte veut développer, d'avoir un pays sur un niveau international, de côté technique très avancé, parce que c'est comme ça si vraiment nous voulons attirer ou avoir un climat qui convient aux grands investisseurs du monde entier, nous devons avoir ce genre d'infrastructure. Et Monsieur le Président a une vision claire en ce qui concerne ce genre de projet, et il le suit lui-même, comme on voit sur le fait. Oui, bien sûr, il y avait plusieurs événements, il y avait plusieurs messages, et c'est sur la scène économique. Et c'est à vous de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Justement, les réserves en devises étrangères grimpent à 40,6 milliards de dollars fin décembre. Donc, l'importance de cet indice. Pourquoi on a arrivé à augmenter les réserves et l'impact de ça sur le marché égyptien, sur la livre égyptienne? Je voudrais mentionner ici qu'on a élevé le niveau des réserves malgré les difficultés qui confrontent l'économie mondiale. Parce qu'on a commencé à exporter des produits alimentaires, et ça c'était un changement principal dans notre plan. On concentre maintenant sur l'agriculture, la pisciculture et tous les produits et les industries qui sont basées sur ça. On a eu des succès d'exporter, d'être numéro 1 maintenant en ce qui concerne les oranges, les fraises, les fruits, les légumes. On n'importe plus comme avant le sucre, au contraire, on l'exporte. Alors, l'activité économique qui a été faite, et malgré les difficultés du commerce international et de ce qui s'est passé dans le monde entier, les réserves ont augmenté, et ça, c'est un pas très important. Les réserves à la Banque centrale, c'est la colonne vertébrale de la stabilité de l'économie. Oui, mais ce qui nous impressionne, en fait, M. Bolsonaro, le président brésilien, a déclaré devant le monde que son pays est en faillite. Donc, le Brésil, c'est l'une où figure parmi les plus grandes économies mondiales et l'un des marchés émergents les plus prometteurs, mais à cause du Covid et à cause d'autres crises et d'autres questions. Donc, le Brésil a déclaré qu'il est en faillite, qu'il était en faillite. Mais justement, on trouve que c'est tout à fait le contraire pour l'Égypte. Le Fonds monétaire international a fait l'éloge, a salué les mesures de lutte contre le coronavirus prises par le gouvernement égyptien et qui ont mené à amortir les conséquences sur l'économie. Selon la famille, le gouvernement égyptien a tenu à répondre à toutes les demandes sanitaires et sociales, à soutenir les secteurs les plus impactés, soulignant que l'impact négatif de la pandémie sur l'économie égyptienne a été moins que prévu, grâce à plusieurs facteurs dont les initiatives gouvernementales et bancaires, en plus de l'essor de la consommation. Donc, votre explication, pourquoi nous sommes arrivés plutôt à réaliser de tels accomplissements. Nous sommes toujours stables, nous sommes toujours vers un progrès, alors que les autres pays sont en faillite. Nous avons un plan de développement qui s'appelle 2030. C'est un plan très sophistiqué, très bien fait et très bien aussi contrôlé. Deuxièmement, alhamdoulilah, nous avons une économie très bien diversifiée, et ça c'est un point très important. Troisièmement, nous avons un climat très agréable, de telle façon qu'on peut travailler dans des domaines comme l'agriculture, la pisciculture, l'infrastructure, 360 jours par an dans un climat très agréable. Nous avons 50% de la population sont des jeunes. Nous avons le contrôle qui est fait régulièrement, jour par jour, non seulement par le gouvernement, mais par Monsieur le Président, le Parlement et tous comment on appelle, le pays. Alors oui, donc vous parlez... Madame Passat, vous parlez donc que notre économie a été frappée, bien sûr, par le coronavirus dans certains domaines comme le tourisme, par exemple, mais on a pu arriver à créer d'autres domaines très prometteurs, très producteurs,
comme le domaine agroalimentaire, ainsi de suite. Justement, il y avait des déclarations très importantes lancées par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mouid. Par exemple, l'économie égyptienne est stable et demeure capable de contrer les répercussions du coronavirus. Justement, Bloomberg a dit que l'Égypte se classe parmi les 10 économies les plus évoluées à l'échelle mondiale en 2020. Et en même temps, on trouve que l'Égypte a de même enregistré le deuxième taux de croissance le plus élevé au monde, avec 3,5% conformément au rapport de Fonds monétaire international. Donc, toujours, on parle pourquoi on a pu vraiment réaliser de tels chiffres très impressionnants. C'est un plan très professionnel et je viens de répéter, nous avons une économie très bien diversifiée, qu'on peut changer d'un domaine à l'autre facilement et éviter les domaines qui peuvent créer des problèmes à cause de Corona et élargir dans d'autres domaines qui ne sont pas vraiment affectés. Nous avons aussi le contrôle presque jour par jour sur ce qui se passe. Nous avons aussi 50% de la population sont des jeunes. Le financement est là, la location, tout ce que vous voulez. Alors, on a concentré à développer notre plan 2030 d'une façon de donner beaucoup plus d'importance sur les domaines qui ne sont pas affectés par Corona ou affectés le moindre possible, c'est-à-dire agro-business, la pisciculture, l'agriculture, etc. Parce qu'on ne travaille pas dans des domaines fermés comme dans des usines, c'est en plein air. L'infrastructure aussi est très importante. On développe les 27 gouvernorats. On a des plans sur le niveau de l'infrastructure, des ponts, des chemins de fer, tout ce que vous voulez. Oui, alors très rapidement, parce que j'ai beaucoup des indices. Très rapidement. Le ministre Mohamed Mouid a de même souligné la baisse de la dette de produit intérieur brut de 108 en 2016-2017 à 88% vers fin 2021, ainsi que la réalisation d'un excédent primaire de 1,8% pendant l'exercice révolu. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi nous avons pu, même dans le temps de crise, à réaliser une sorte de baisse dans le taux de la dette? Parce qu'on compare la dette en comparaison avec le GDP. Étant donné que le GDP augmente, alors le pourcentage de dette en comparaison avec le GDP diminue. Parce qu'on a beaucoup d'activités économiques qui sont en place, ça continue chaque jour. Alors si on compare les dettes avec le GDP qui augmente, ça c'est une comparaison très positive et ça prouve que les dettes qu'on prend ou qu'on s'emprunte de n'importe quelle institution, ils sont directement dirigés vers le développement économique qui est reflété dans le GDP. Tout de suite, ça se reflète. Alors ça, c'est un pourcentage ou c'est un ratio très important. Oui. En fait, la Banque mondiale, dans son dernier rapport intitulé « Perspectives économiques mondiales », a bien sûr jeté la lumière sur ce qu'on appelle la résilience économique, mais aussi la flexibilité qu'acquiert plutôt l'économie égyptienne à travers les différents chocs qu'elle a subis pendant les dernières années. Donc, votre commentaire? La diversification de l'économie. Là aussi, nous devons savoir que nous avons une location géographique unique. C'est au centre du monde entier, c'est à l'entrée de l'Afrique. Alors, toutes les relations commerciales qui sont faites Europe-Afrique passent par l'Égypte, la majorité. Nous avons aussi 50% de la population sont des jeunes, ça c'est très important. Alors, ces points-là sont vraiment, ils nous donnent la chance de changer ou de rectifier notre politique économique beaucoup plus facilement que d'autres pays qui n'ont pas cette flexibilité. Oui. En ce qui concerne la rectification de l'économie égyptienne, donc, bien sûr, nous avons assisté il y a 2 jours à la séance inaugurale de notre Parlement égyptien. Donc, quelle est la mission prochaine de ce Parlement dans le domaine économique? C'est un Parlement qui convient à la situation présente. Ils ont une vision claire, ils ont été très bien choisis, ça s'est très bien passé. Et Inch'Allah, ils auront la force et la possibilité de changer beaucoup de lois pour s'infiltrer dans le nouveau système mondial,
nous devons savoir comment appliquer la diplomatie économique, comment devons appliquer la régionalisation, comment jouer le rôle, je répète, d'être la porte vers l'Afrique économique et commerciale. C'est très important. Ce genre de rôle, je pense que l'Égypte est très capable dans cette période, et le nouveau Parlement, Inch'Allah, est aussi capable de changer quelques lois pour vraiment fournir un climat attirant aux investisseurs. Justement, actuellement, nous devons diffuser un reportage qui va, bien sûr, chers téléspectateurs, vous proposer un peu plus d'informations en ce qui concerne l'industrie et comment l'industrie sert la société, sert les droits de l'homme, comment on essaye de relier la vie décente à l'industrialisation. Donc tout de suite, un reportage de IHL. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, la ministre de l'Industrie et du Commerce Nabin Guémer, le directeur du bureau de consultation du génie militaire, le général Ashraf El-Arabi. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté sur la poursuite de la mise en place de l'infrastructure de la cité de Roubeiki pour la fabrication du cuir et les tanneries. Il s'agit de construire des ateliers, des zones de stockage, des magasins et des salles d'exposition. L'objectif est de mettre en place toutes les constructions complémentaires exigées. Le président a instruit de fournir à la cité de Roubeiki les équipements et machines modernes qui garantissent la qualité des produits finaux, a indiqué le porte-parole de la présidence, Bassem Brody. La cité doit contribuer à promouvoir le secteur des industries du cuir. Dans le même contexte, le chef de l'État a donné des directives afin de fournir les fonds nécessaires pour répondre aux exigences du projet, que ce soit à l'échelle des constructions ou des équipements. Donc, docteur Passan Fahmi, toujours vous êtes en ligne. Oui, monsieur. Oui, donc l'un des messages qui a été lancé par l'État égyptien à plusieurs niveaux, le secteur privé est un partenaire important dans les méga-projets nationaux. Votre commentaire? Définitivement. Aucune économie ne peut travailler sans le secteur privé. Mais ils peuvent travailler surtout sur ces méga-projets-là, sur une philosophie qui s'appelle Public-Private Partnership, c'est-à-dire une coopération entre le secteur privé, le secteur public ou le gouvernement dans ces méga-projets. Parce que les méga-projets ne peuvent pas être accompli seulement par le secteur privé. C'est très compliqué, c'est trop grand et ça demande du temps et le risque aussi est très élevé. Alors, la philosophie qui a été adaptée dans le monde entier, c'est le PPP, c'est-à-dire secteur public, privé. Ils font ensemble une partnership pour accomplir ces méga-projets. Et c'est ce qu'on a vu dans le monde entier, non seulement en Égypte. Cette philosophie est prise en Égypte. Et deuxièmement, sur le niveau qui est un peu plus petit, c'est-à-dire pas les méga-projets, on peut voir le secteur privé qui peut travailler tout seul. Mais par exemple, un projet comme le train qu'on vient de voir ou les méga-projets d'infrastructure, on doit voir toujours le PPP en place. C'est facile, c'est faisable. Et il y a ici deux questions. Premièrement, c'est le projet de la cité de Roubeiki. Quelle est l'importance d'avoir de tels projets tout à fait spécifiques dans un domaine économique, comme par exemple les cuirs ou la cité des immobiliers de Damiette, et ainsi de suite. Les villes spécialisées sont très importantes. Oui, c'est très important. Pourquoi? Et deuxièmement, on trouve que l'industrie égyptienne devient de plus en plus le moteur essentiel de l'économie égyptienne. Et ici, je dois mettre la question, on essaye de fabriquer ou d'industrialiser non seulement les voitures et de les exporter à l'étranger, mais aussi les navires, que ce soit civils ou de guerre.
Oui, Nous docteur. devons avoir des villes spécialisées, comme vous venez de mentionner. Et Hmm. ces villes spécialisées sont très importantes parce que on a tous les services sur place. Commençons par les banques, jusqu'à les usines, jusqu'à les employés, jusqu'à la façon de les entraîner, tout. Alors, les villes spécialisées, ça, c'est un sujet qui existe dans le monde entier. Et en Égypte aussi, on avait ça depuis des décades. Mais maintenant, ça s'améliore d'une façon plus sophistiquée. On a à Damiette une ville spécialisée, et il y a aussi pour le cuivre, pour les productions, les produits alimentaires. Alors, nous aurons une longue liste, une série de villes spécialisées, surtout les villes qui sont placées à côté de l'agriculture et la pisciculture, parce que nous aurons beaucoup d'industries basées sur ce genre d'activité. Alors, Oui. quand on a la spécialité sur place, et je répète, commençons par les banques, c'est-à-dire les financements, les institutions pour vraiment entraîner les employés jusqu'à les usines, ça c'est très important. Donc, on essaye de présenter une vie décente aux gens, répondre à leurs droits socio-économiques à travers la création de l'infrastructure qui peut vraiment sur le terrain donner à eux une vie décente, une vie quotidienne plus honorable. C'est beaucoup plus organisé, plus professionnel, ça aide au développement facile. C'est très important d'avoir des villes spécialisées. Oui. Mais dans cette période, on a commencé vraiment à attirer ce genre de projets et le gouvernement s'intéresse beaucoup à les développer. Oui, on s'intéresse de plus en plus à exporter les voitures, à faire une sorte d'industrialisation ou même de construction des voitures. Beaucoup de choses. C'est bien étudié et je répète, le PPP entre le secteur privé, public et le gouvernement, c'est très important. Madame Passane-Femme, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée, madame. Donc, chers téléspectateurs, tout de suite, je dois vous présenter un reportage qui va vous montrer comment l'Égypte change sur le terrain à plusieurs niveaux, dans différentes dimensions. Et justement, vous allez avoir un reportage qui porte un titre très important. Monsieur le Président Sissi inspecte le projet de bonification de 500 000 fédans au nord-ouest de l'Égypte. AHL. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté vendredi dernier le projet Futur de l'Égypte visant la bonification de 500 000 fédans dans le prolongement de l'axe routier de Dabra dans le nord-ouest du pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État ayant pour objectif de maximiser les opportunités de production agricole et vient s'ajouter au méga-projet de développement exécuté par l'État dans tous les domaines sur tout le territoire, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Rodi. Ce projet permettra d'assurer des produits agricoles haut de gamme à des prix convenables, de combler le fossé entre production et importation sur le marché local, de glaner les réserves de change au profit de l'économie nationale et de générer des milliers d'emplois directs et indirects, a indiqué M. Rodi. Le terrain se trouve sur le prolongement de l'autoroute d'El Dabra, un nouvel axe routier aménagé dans le cadre du réseau routier national, vu ses nombreux avantages géographiques, dont sa proximité avec les ports, les aéroports et les zones industrielles, qui favorisent le transfert des produits agricoles vers les 4 coins de la République. Le président el-Sisi a ordonné de consolider la coopération entre les différentes parties spécialisées pour mener à bien ce projet, afin de développer le secteur de la production agricole et les industries agroalimentaires pour atteindre une autosuffisance. Le président el-Sisi a examiné le projet national dédié au développement rural dans le cadre de l'initiative baptisée Vie décente lors d'une réunion tenue avec le groupe ministériel et responsables concernés. Le chef de l'État a ordonné de communiquer directement avec les citoyens des 1500 villages inclus dans la première phase du projet en vue de se tenir sur leur situation concrète, leurs demandes et leurs opinions au regard du développement de leur village, a déclaré le porte-parole de la présidence. El-Sisi a exigé de prendre en compte la répartition administrative des sièges des organes de services gouvernementaux dans les gouvernorats et villages du dit projet
et de les lier aux ministères centraux dans la nouvelle capitale administrative pour que les citoyens puissent bénéficier des services optimisés appliqués par le gouvernement. Donc, ce qui fait toujours, si je peux dire, la différence, c'est toujours l'élément égyptien, c'est toujours l'Égypte et l'économie égyptienne. Si nous sommes frappés dans un domaine très important, très vital comme le tourisme, donc les Égyptiens vont de plus en plus travailler dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture qu'on vient de vous regarder. Et justement, pour avoir plus d'explications, M. Raouf Gafar se trouve actuellement en ligne de l'International international. M. Raouf, c'est un expert économique, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'irrigation. M. Raouf Gafar, bonsoir. Bonsoir. Donc, l'importance de ce projet de 500 000 fédons au nord-ouest de l'Égypte. Et quels sont les messages lancés par l'État égyptien? Premièrement, ça c'est un projet, je ne peux pas l'appeler un méga projet, mais c'est un peu plus grand qu'un méga projet, très ambitieux. Premièrement, ça va offrir des emplois pour des centaines de milliers d'Égyptiens. Ouais. En second lieu, ça va augmenter considérablement la production agricole et agraire de l'Égypte, qui visera en premier lieu pour arriver à l'autosatisfaction ici, des produits alimentaires nécessaires et élémentaires, et une grande partie de la production va être dirigée vers l'exportation. Nous savons tous que l'exportation de ce genre de produits, avec d'autres produits certainement, comme pharmaceutiques, etc., Ouais. servent à, disons, un peu récupérer la différence de devises qu'on a perdue due à la propagation du Covid qui a empêché le tourisme de prendre lieu partout dans le monde, certainement l'Égypte entre autres. Donc, ce sont ces moyens d'exportation de différents produits qui peuvent réaliser un influx de devises qui peuvent garder notre économie stable et même augmenter notre réserve financière à la Banque centrale, etc. Et modernisons maintenant l'agriculture, le domaine de l'agriculture. Absolument, je viens de dire que... Parce qu'il y a deux nouvelles technologies qui sont appliquées sur le terrain dans ce domaine d'agriculture, des technologies qui donnent un peu plus de productivité, n'est-ce pas? Absolument. Premièrement, il y a l'agriculture protégée dans les serres, etc., qui nous permet de produire des produits hors saison, parce qu'on a le contrôle sur le climat et sur l'humidité, etc. D'autre part, même si ce n'est pas une agriculture protégée, on va utiliser les systèmes modernes d'irrigation, comme aspersion, comme goutte à goutte, etc., qui vont économiser la quantité d'eau utilisée pour l'irrigation. Ça, encore une fois, c'est très économique, c'est très pratique, et ça représente le dernier développement technologique qui existe dans tout le monde. Alors, nous sommes là, et nous utilisons les systèmes que tout le monde avancé l'utilise. Et c'est pour ça que, comme vous avez dit, oui, on est technologiquement avancé et on commence où les autres ont fini. Donc c'est pour ça que moi j'espère que ce projet va aller vite et nous allons jouir des résultats très prochainement. Oui. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi suit le plan exécutif du projet national de développement des villages égyptiens. On parle presque
de 1500 villages au niveau de l'Égypte. Donc, on essaye de répondre aux droits des Égyptiens socio-économiques, des droits socio-économiques, bien sûr, des Égyptiens. On essaye de répondre à leurs besoins quotidiens. On essaye, bien sûr, d'améliorer de plus en plus leur vie en général. Et en même temps, on essaye de, si je peux dire, de faire face à d'importantes crises qui a frappé ou dont a souffert beaucoup la société égyptienne tout au long de son histoire. C'est par exemple le taux de chômage, le taux d'inflation, le manque, par exemple, des marchandises, la hausse des prix, et ainsi de suite. Donc, en même temps le manque d'infrastructures. Donc, comment vous avez vu cette nouvelle philosophie adoptée par l'Égypte dans la nouvelle année? Vous voyez, vous avez couvert le tout. On a commencé par infrastructure, on a commencé par méga-projets, etc., etc. Maintenant, le président, l'administration se dirige vers la hausse du niveau de vie du citoyen égyptien. Et ça, c'est selon le développement de 500 villages, et ça va continuer. L'initiative de la vie décente, ce qui présente aux citoyens égyptiens un niveau de vie beaucoup plus élevé. Quand on parle de niveau de vie, on parle de tous les points de vue, c'est-à-dire on parle éducation, on parle santé, on parle logement, certainement des offres d'emploi, c'est-à-dire pour hausser le niveau de la personne égyptienne. Et ça, c'est une chose que le gouvernement et le président donnent une importance vraiment extrême ces jours-ci. Et ça, c'est normal parce que nous sommes sur le plan économique, nous avons subi des réformes. Maintenant, on est sur une bonne voie. Notre économie est stable, ça va continuer d'être, Inch'Allah, stable au milieu de ces défis qui se représentent comme le Covid et autres. Et en même temps, on essaye d'offrir aux citoyens égyptiens une vie meilleure pour qu'ils soient plus productifs et plus actifs comme membres de la communauté. Et pour que le citoyen égyptien est assuré qu'il n'y a pas un manque de marchandises stratégiques, par exemple, il n'y a pas une hausse des prix. Absolument. Si on regarde... Donc on essaye de répondre aux droits de l'homme, mais à l'égyptienne. Parce que l'État égyptien est tout à fait conscient des besoins des Égyptiens dans cette période, n'est-ce pas? Certainement. Si on regarde il y a quelques années, il y avait un manque d'essence, il y avait un manque de beaucoup de produits alimentaires, etc. Un manque d'énergie, un manque d'infrastructures, un manque de marchandises. Un manque de tout. Oui. Maintenant, il n'y a plus ça. Au contraire, on vise vers la satisfaction complète sur le plan nourriture, sur le plan énergie, et sur le logement, etc. Donc, sur tous les moyens, on essaye, et ça, comme vous l'avez dit, c'est un des droits de l'homme. Oui. Donc, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Et donc, chers téléspectateurs, à l'égyptienne, l'État essaye de organiser les prioritaires dans ce domaine de droits de l'homme. Bien sûr, comme vous avez vu, l'Égypte essaye de répondre à beaucoup de besoins très exigés, très nécessiteux pour les Égyptiens. Et les droits de l'homme n'est pas seulement restreint, ou ne sont pas seulement restreints à la liberté d'expression. Pour arriver à cela, il y a beaucoup de choses pour rendre les Égyptiens de plus en plus indépendants. Je dois vous remercier et à la prochaine. Au revoir.